Il y a quelque chose de tragiquement paradoxal dans cette génération. Jamais nous n'avons été aussi connectés. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi seuls. Les jeunes d'aujourd'hui portent une blessure invisible, celle de croire qu'être libre signifie n'avoir besoin de personne. Ils confondent l'autonomie avec l'isolement émotionnel, l'indépendance avec la peur panique de s'attacher. Et dans cette solitude choisie, quelque chose de profondément humain se meurt. La capacité d'aimer sans avoir peur, de désirer sans se protéger, de s'abandonner sans craindre d'être abandonné. Cette blessure, elle ne crie pas, elle murmure. Elle se cache derrière des sourires sur les réseaux sociaux, derrière des relations multiples mais superficielles, derrière cette illusion de maîtrise totale de sa vie affective. Mais au fond, dans le silence de la nuit, quand le téléphone se tait et que les écrans s'éteignent, il reste cette question lancinante. Pourquoi ai-je si peur de laisser quelqu'un vraiment entrer ? Aujourd'hui, nous allons parler de cette liberté illusoire qui enferme, de cette solitude choisie qui devient une prison. Et surtout, nous allons comprendre d'où vient cette terreur de l'intimité qui transforme le désir en fuite et l'amour en menace. Comprenez bien ceci, personne ne naît avec la peur d'aimer. Cette peur, elle se construit pierre par pierre dans les premières années de la vie. Ce que nous appelons en psychologie l'attachement insécure n'est pas une maladie, c'est une adaptation. C'est la manière dont un enfant apprend à survivre émotionnellement quand l'environnement affectif est imprévisible, instable ou absent. Imaginez un petit enfant qui tend les bras vers sa mère. Et parfois elle le prend avec tendresse, parfois elle est absente, parfois elle est là mais émotionnellement indisponible, absorbée par son téléphone, par ses propres angoisses, par la vie qui l'épuise. L'enfant ne comprend pas pourquoi, il ne peut pas rationaliser, il peut seulement ressentir. Et ce qu'il ressent, c'est une chose terrible. L'autre est dangereux parce qu'imprévisible. L'autre peut me combler, mais il peut aussi disparaître. Alors, l'enfant apprend une stratégie de survie. Il apprend à ne plus tendre les bras. Il apprend à se débrouiller seul. Il apprend que compter sur quelqu'un, c'est prendre le risque d'être dévasté. Cette blessure, elle ne disparaît pas magiquement à l'adolescence. Au contraire, elle se réactive avec une violence inouïe au moment précis où le désir apparaît, où l'intimité devient possible. C'est là que tout se complique. Parce que désirer quelqu'un, s'attacher à quelqu'un, c'est exactement ce contre quoi le système de défense s'est construit. Le jeune adulte veut de l'amour, mais son cerveau limbique, cette partie profonde qui gère les émotions, hurle « Danger, ne t'approche pas trop ». Les neurosciences nous montrent quelque chose de fascinant et de douloureux à la fois. Quand une personne avec un attachement insécure commence à ressentir de l'intimité avec quelqu'un, son amygdale, ce petit noyau cérébral qui détecte les menaces, s'active comme si elle était face à un prédateur. L'intimité déclenche littéralement une alarme de danger. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une mémoire traumatique inscrite dans le corps. Et c'est là que commence le comportement que nous observons aujourd'hui chez tant de jeunes. Ils papillonnent, ils multiplient les rencontres sans lendemain, ils disparaissent brusquement quand la relation devient trop proche. Ils sabotent inconsciemment ce qu'ils désirent consciemment. Parce qu'aimer, vraiment aimer, c'est prendre le risque de revivre cette terreur archaïque de l'abandon. Cette génération a grandi dans un monde où l'on peut tout contrôler d'un swipe, d'un clic, d'un bouton supprimer. Ils ont appris qu'on peut effacer une conversation désagréable, bloquer quelqu'un qui dérange, créer une version idéalisée de soi-même en ligne. Mais cette illusion de contrôle ne fonctionne pas avec les émotions réelles. On ne peut pas swiper l'angoisse, on ne peut pas bloquer la peur de l'abandon, on ne peut pas photoshopper le vide intérieur. Alors, ils font ce que leur système nerveux leur dicte. Ils gardent tout le monde à distance. Ils appellent ça être libre, être indépendant, être moderne. Mais en réalité, c'est une forme d'exil émotionnel. C'est la solitude déguisée en choix de vie. Et le plus douloureux, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils répètent encore et encore le même scénario traumatique de leur enfance. Être seul pour ne pas risquer d'être abandonné. Mais cette stratégie a un prix terrible que nous allons découvrir maintenant. Il y a quelque chose de profondément perturbant qui se passe chez ces jeunes. Ils désirent, oui, mais d'un désir étrange, comme amputé de quelque chose d'essentiel. C'est ce que j'appelle le désir fantôme. Un désir qui existe, qui se manifeste, mais qui n'arrive jamais à se lier véritablement à une personne. C'est un désir sans ancrage,
sans profondeur, sans cette dimension d'engagement qui transforme une attirance en relation. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe neurologiquement. Le désir sexuel et l'attachement émotionnel sont gérés par des circuits cérébraux différents, mais intimement liés. Chez quelqu'un qui a un attachement sécure, ces deux systèmes dialoguent harmonieusement. On peut désirer quelqu'un et en même temps construire un lien profond avec cette personne. Mais chez quelqu'un qui a appris très tôt à dissocier le besoin affectif du plaisir, ces deux circuits fonctionnent de manière déconnectée. Prenons l'exemple de Léa, 24 ans, brillante, indépendante, qui multiplie les rencontres sur les applications. Elle me dit « Je ne comprends pas. Physiquement, ça marche. Mais dès que la personne commence à s'attacher, à parler de sentiments, à vouloir me voir plus souvent, quelque chose en moi s'éteint. Le désir disparaît instantanément. C'est comme si mon corps ne voulait plus de cette personne dès qu'elle devient disponible émotionnellement. » Ce que Léa décrit, c'est exactement cette dissociation tragique. Son système de désir fonctionne parfaitement, mais uniquement quand l'autre reste à distance, quand il reste un fantasme, quand il ne menace pas son système de défense. Dès que l'intimité réelle pointe, dès que la vulnérabilité mutuelle devient possible, son cerveau active le signal d'alarme et coupe le désir. C'est une protection. Une protection contre quoi? Contre la possibilité d'être blessé, comme elle l'a été enfant, quand les personnes censées l'aimer étaient émotionnellement absentes ou imprévisibles. Et ce mécanisme, il ne touche pas que les femmes. Thomas, 28 ans, me confie « Je peux passer des heures à fantasmer sur quelqu'un, à imaginer une relation incroyable. Mais quand cette personne est là, disponible, quand c'est réel, je ressens une espèce de panique, j'ai envie de fuir, je commence à voir tous ses défauts, je trouve des excuses pour ne pas m'engager, et je me retrouve seul, encore une fois, à fantasmer sur la prochaine. » Ce que Thomas et Léa vivent, c'est ce que nous appelons l'évitement de l'intimité. Mais attention, ce n'est pas un choix conscient. C'est un réflexe de survie émotionnelle. Leur système nerveux autonome a appris que l'intimité égale danger. Alors il fait ce qu'il sait faire, il fuit. Et le désir, qui devrait être un pont vers l'autre, devient un mur. Les réseaux sociaux et les applications de rencontres ont amplifié ce phénomène de manière exponentielle. Ils créent une illusion d'abondance qui nourrit l'évitement. Pourquoi s'investir dans une relation qui demande du travail, de la vulnérabilité, de la patience, quand on a l'impression qu'il y a des milliers d'autres possibilités à portée de main? Cette logique de marché appliquée aux relations humaines transforme l'autre en produit consommable. On essaye, on jette, on passe au suivant. Mais le drame, c'est que cette stratégie ne comble jamais. Parce que ce que cherche véritablement le psychisme humain, ce n'est pas la multiplication des expériences, c'est la profondeur d'une seule. C'est la sécurité d'un lien qui dure, qui traverse les moments difficiles, qui permet de baisser la garde sans avoir peur d'être détruit. Et c'est là que nous touchons au cœur du problème. Ces jeunes ont tellement peur de la dépendance affective qu'ils se privent de l'interdépendance saine. Ils confondent avoir besoin de quelqu'un avec être faible. Ils pensent que s'appuyer sur l'autre, c'est perdre sa liberté. Mais en réalité, la vraie liberté, ce n'est pas de n'avoir besoin de personne. C'est de pouvoir choisir de faire confiance, de s'ouvrir, de se laisser toucher par l'autre, tout en restant soi-même. Le désir fantôme, c'est le symptôme d'une blessure qui n'a jamais été soignée. C'est le corps qui dit oui pendant que l'âme dit non. C'est l'attraction sans la connexion. Et cette fracture intérieure crée une solitude d'un genre nouveau. On peut être entouré de partenaires sexuels et rester émotionnellement exilé. On peut multiplier les corps sans jamais rencontrer une âme. Mais alors, comment sortir de cette prison invisible? Comment retrouver la capacité d'aimer sans terreur? Il y a quelque chose que je dis souvent à mes patients et que je veux partager avec vous aujourd'hui. On ne guérit pas d'une blessure d'attachement en évitant l'attachement. On guérit en osant créer une nouvelle expérience relationnelle. C'est ce que j'appelle la résilience affective. Ce n'est pas un retour à un état antérieur innocent, c'est une renaissance. C'est accepter que oui, on a été blessé, et que malgré cela, ou peut-être à cause de cela, on va choisir de faire confiance à nouveau. Mais attention, cette réparation ne se fait pas seule. C'est là toute la difficulté. Ces jeunes qui ont appris à se protéger en s'isolant doivent maintenant accepter que la guérison passe par l'autre, par une relation qui ne répète pas le traumatisme, mais qui offre une expérience correctrice. Une relation où l'autre reste présent quand on a peur, où l'autre ne fuit pas quand on montre sa vulnérabilité, où l'autre prouve par sa constance que l'attachement n'est pas forcément synonyme d'abandon. Les neurosciences nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau reste plastique toute la vie. Les circuits neuronaux de l'attachement peuvent se remodeler.
Une personne qui a développé un attachement insécure dans l'enfance peut, grâce à des relations sécurisantes à l'âge adulte, développer ce que nous appelons un attachement acquis sécure. Ce n'est pas magique, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Imaginez que votre système nerveux soit comme un sentier dans une forêt. Pendant des années, vous avez emprunté le même chemin, la méfiance, la fuite, la protection à tout prix. Ce sentier est devenu une autoroute dans votre cerveau. Mais si vous commencez à emprunter un nouveau chemin, celui de la confiance prudente, de la vulnérabilité choisie, de l'ouverture progressive, ce nouveau sentier va progressivement se tracer. Au début, il est fragile, presque invisible, mais plus vous l'empruntez, plus il devient praticable. Et l'ancien sentier, celui de la peur, commence à se refermer, à s'effacer. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau. Chaque fois que vous choisissiez de rester dans une relation malgré la peur, chaque fois que vous partagez une émotion difficile au lieu de fuir, chaque fois que vous acceptez de dépendre un peu de quelqu'un sans vous sentir menacé, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Vous réécrivez votre histoire émotionnelle. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est un des travaux les plus difficiles qu'un être humain puisse entreprendre, parce que cela demande d'affronter exactement ce que vous avez passé votre vie à éviter. Cela demande de rester présent quand tout en vous hurle de partir. Cela demande de faire confiance alors que toute votre expérience vous dit que l'autre va vous blesser. Et souvent, il faut l'aide d'un thérapeute, quelqu'un qui va créer ce premier espace sécure, cette première expérience d'être vu, entendu, accueilli sans jugement. Un espace où vous pouvez enfin poser les armes, baisser la garde et découvrir que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la condition même de l'intimité véritable. Je me souviens d'un jeune homme qui m'a dit quelque chose de très beau après 2 ans de thérapie. Il m'a dit « J'ai compris que je ne cherchais pas quelqu'un de parfait. Je cherchais quelqu'un avec qui je pouvais être imparfait. Quelqu'un avec qui je n'avais pas besoin de jouer un rôle, de contrôler, de séduire en permanence. Quelqu'un avec qui je pouvais simplement être. » C'est ça la vraie intimité. Ce n'est pas la fusion romantique des films, ce n'est pas la dépendance toxique. C'est cette capacité d'être pleinement soi-même en présence de l'autre et de laisser l'autre être pleinement lui-même en notre présence. C'est accepter l'imperfection mutuelle. C'est construire ensemble, jour après jour, un espace où la peur peut s'apaiser. Et le désir, le vrai désir, pas le désir fantôme dont nous parlions, il renaît dans cet espace. Parce que le désir profond, ce n'est pas juste une réaction physiologique. C'est un élan vers l'autre, qui inclut le corps, oui, mais aussi l'âme. C'est vouloir quelqu'un dans sa totalité, avec ses failles, ses peurs, son histoire. Et c'est accepter d'être voulu de la même manière. Ces jeunes qui se croient libres dans leur solitude, ils ne sont pas condamnés. Ils peuvent réapprendre. Ils peuvent découvrir que la vraie liberté, ce n'est pas l'absence de liens, c'est la qualité des liens qu'on choisit de créer. Ce n'est pas ne dépendre de personne, c'est choisir des personnes sur qui on peut compter. Ce n'est pas éviter la vulnérabilité, c'est la partager avec quelqu'un qui ne va pas la piétiner. La réparation est possible, mais elle exige du courage. Le courage de rester, le courage d'essayer encore, le courage de croire que cette fois, peut-être, ce sera différent. Voilà ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Cette génération qui se croit libre dans sa solitude porte en réalité une blessure invisible, une blessure d'attachement qui transforme l'amour en menace et l'intimité en danger. Mais cette blessure, elle n'est pas une fatalité. Elle est une invitation à comprendre d'où viennent nos peurs, à reconnaître nos mécanismes de défense et à choisir, consciemment, courageusement, de tracer un nouveau chemin. L'être humain est un animal social. Nous sommes faits pour le lien. Nous sommes câblés pour l'attachement. Toutes les recherches en neurosciences le montrent. Notre cerveau se développe dans la relation. Notre système immunitaire se renforce dans la connexion. Notre capacité à donner du sens à la vie dépend de la qualité de nos liens. La solitude chronique est aussi toxique pour le corps que fumer 15 cigarettes par jour. Ce n'est pas une métaphore, ce sont des données médicales. Alors oui, on peut survivre seul. On peut même réussir seul. Mais on ne peut pas s'épanouir seul. On ne peut pas devenir pleinement soi-même sans le miroir de l'autre, sans quelqu'un qui nous voit, qui nous reconnaît, qui nous accueille dans notre vérité la plus nue. À tous ces jeunes qui lisent ces mots, qui se reconnaissent dans cette blessure, je veux dire ceci. Votre peur est légitime. Votre mécanisme de protection a été utile. Il vous a aidé à survivre. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant vulnérable. Vous avez des ressources. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de rester dans la prison confortable de votre solitude, ou vous pouvez choisir le risque magnifique de l'intimité. Et si vous choisissez ce risque, sachez ceci.
Vous allez avoir peur, c'est normal. Vous allez vouloir fuir, c'est normal. Mais si vous restez, si vous osez, vous découvrirez quelque chose de plus grand que vous. Vous découvrirez que l'amour n'est pas une dépendance, mais une interdépendance. Que le lien n'est pas une prison, mais un espace de liberté partagée. Que se laisser toucher par quelqu'un, vraiment toucher, c'est peut-être la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Et rappelez-vous toujours, on ne naît pas avec la peur d'aimer, on l'apprend. Et tout ce qui s'apprend peut se désapprendre. Tout ce qui a été blessé peut être réparé. Pas effacé, non, mais transformé, intégré, dépassé. C'est ça, la résilience. Ce n'est pas l'absence de blessure, c'est la capacité de renaître malgré elle, ou peut-être grâce à elle.